Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours. Cette fois-là, notre cours c'est les syndromes démentiels et les démences. Toujours dans le module de neurologie. C'est le cours de Dr Bentabak. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos durant toute l'année, Inch'Allah. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage. Et on commencera notre cours aujourd'hui. Commençons par l'introduction. Donc, le syndrome démentiel peut être défini par un affaiblissement ou une perte de plusieurs fonctions intellectuelles ou bien cognitives. Ça, c'est la démence, entraînant une perte d'autonomie. Donc, autonomie, le patient ne peut pas relier sur lui-même. Donc, il va de l'aide, il va devenir grabataire. Il a besoin d'un accompagnement avec des troubles de comportement aussi. Ça, c'est la définition. Deuxièmement, les étiologies de la démence sont multiples. Donc, il existe la démence de dégénérescence frontale, il existe la démence de corps de Lewy qu'on va voir dans les étiologies. Mais gardez-vous en tête que la cause la plus fréquente, elle est dominée par la maladie d'Alzheimer, la fameuse maladie d'Alzheimer, qu'elle représente 65% de démence après 75 ans. Ça, vous devez retenir. Il ne faut pas sous-estimer les introductions, les définitions et les notions de base. Ça peut être aussi des questions d'examen. Donc, la maladie d'Alzheimer, on répète, est la cause la plus fréquente du démence. Il n'existe pas une seule cause, mais la maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente. Après, elle représente 65%, vous devez retenir les chiffres. 65% de démence après 75 ans. Donc, je répète, les chiffres, les causes, les notions de base, vous devez les retenir. Ça peut être des questions d'examen. C'est pas toujours des questions sur la clinique et la paraclinique. Ça peut être des questions concernant la théorie ou bien l'épidémiologie, parfois même l'histologie et l'anatomopathologie. Donc, concernant l'épidémiologie, la prévalence du syndrome démentiel augmente considérablement avec le vieillissement. Ça, on savent tous de la population, elle double tous les 5 ans au-delà de 65 ans. À chaque fois, le patient vieillit au-delà de 65 ans. Là, les chances d'attraper la démence vont doubler plutôt tous les 5 ans au-delà de 65 ans. Donc, il est à l'ordre de 0,1% à l'âge qui est inférieur à 50%, 5 à 20% après 65 ans. Donc, ça, c'est l'âge de l'apparition, c'est 65 ans. Gardez ce chiffre-là en tête. 65 ans. Et au-delà de 85 ans, ils vont doubler. Donc, c'est entre 20 et 50%. Le syndrome atteint les deux sexes de façon, on peut dire, avec une légère prédominance féminine. Donc, il va toucher tous les deux sexes. Le vieillissement, c'est la cause ou bien le terrain favorisé de premier ordre concernant la démence. Maintenant, on va voir la description clinique de la démence. Comment va manifester la démence? Donc, premièrement, la première des choses qu'elle va apparaître, c'est les troubles de mémoire. Donc, il affecte la mémoire immédiate. Donc, si on répète, on a trois types de mémoire. On a de la mémoire immédiate, on a de la mémoire paroxystique et on a de la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est à long terme. La mémoire paroxystique, c'est appelé la mémoire à moyen terme, si on peut dire. Et la mémoire immédiate, elle est appelée la mémoire de travail. Donc, le patient, dans quelques minutes, plutôt quelques secondes parfois, il va oublier les tâches que l'on donne. On va voir ça dans les examens complémentaires. Ça nous fait appel au cours de la sémiologie, du troisième année de la sémiologie
l'évaluation de l'état fonctionnel ou bien de l'état supérieur. Donc, mais surtout, la mémoire des faits récents, comme je vous ai dit, ceci explique les difficultés rencontrées par le sujet de acquérir ou bien stocker, de retrouver les informations nouvelles. Donc, le patient va être en débat, il va lutter pour stocker les nouvelles informations. C'est le trouble de la mémoire qui va apparaître en premier lieu. Gardez-vous en tête, c'est la mémoire récente, la mémoire immédiate, la mémoire du travail. Deuxièmement, le patient va avoir une désorientation temporo-spatiale. Une désorientation temporo-spatiale veut dire le patient va confondre les lieux et le temps. Il va pas savoir quelle année nous sommes dans ou bien de la place. Donc, ça commence premièrement par le désordre ou bien la désorientation temporale. Donc, au premier stade, le patient savent qu'il est dans, par exemple, dans l'hôpital, dans la clinique, il est en consultation chez le médecin traitant, mais la conformation ou bien la désorientation temporale, ça va apparaître le plus souvent au début. Il ne peut pas, par exemple, définir l'heure, combien de temps il a pris pour arriver. Donc c'est la conformation temporale qui va disparaître. Il peut même parfois, dans les états avancés, il ne peut pas différencier entre les jours et les nuits. Donc après ça, la désorientation va atteindre ou bien va faire de l'extension vers la conformation spatiale. Donc le patient ne sait pas où il est. Donc vous dites au patient où vous êtes, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas donner la réponse. Donc c'est la désorientation temporo-spatiale. Regardez bien qu'elle commence par la désorientation temporelle en premier plan. Après ça, la désorientation spatiale. Donc le patient ne va pas, il va être incapable de déterminer l'heure et le lieu où il se situe. Donc ça, c'est la deuxième sémiologie ou bien le deuxième symptôme, c'est la désorientation temporo-spatiale. J'espère que c'est clair. On va voir même des troubles de fonction instrumentale et du comportement. Donc ça nous fait appel, comme je vous ai dit, le cours de l'évaluation vers la sémiologie des troubles de fonction supérieure. Donc le patient va avoir un trouble de langage avec un langage appauvri sur le plan quantitatif et qualitatif. Donc le patient, sa parole va devenir moins riche de façon quantitative et qualitative. Sa parole va diminuer de qualité et de quantité. Donc, des troubles de fonction visio-constructive, visio-spatiale, visio-gnosique. Donc, ça, on va voir dans les tests, le patient va avoir des difficultés de dessiner des figures géométriques. C'est le fameux test de l'horloge. On a vu ça en troisième année. Ça se répète maintenant en neurologie. Des perturbations de la mémoire topographique. Des troubles praxiques. Praxie veut dire travailler le patient ne peut pas faire des gestes ou bien simuler des animations. Les troubles gnosiques. Gnosie, c'est sentir le patient ne peut pas déterminer aux yeux fermés quel est l'objet mis à son main. Par exemple, vous devez lui donner des clés. Vous demandez de fermer les yeux, ils ne savent pas que c'est une clé ou bien c'est un stylo. Donc, les troubles de calcul qui rendent compte des difficultés de gestion de la vie quotidienne. Troubles de calcul, vous donnez au patient quelques opérations ou bien quelques calculs. Donc, il va avoir de la difficulté à la gestion de ces calculs-là. Donc, tout ça nous fait rappel au cours de la sémiologie, de l'évaluation de la fonction supérieure. Je vous invite à le consulter. Donc ça, c'était les troubles fonctionnels et comportementaux. Même le patient peut avoir la perturbation de la pensée abstraite. Abstraite veut dire la logique, du jugement, du raisonnement et des fonctions exécutives.
des troubles comportementaux et troubles psychiques. Donc, concernant la pensée abstraite, donc vous allez retenir que le patient n'a pas de logique. C'est la détérioration des fonctions supérieures, du jugement, des fonctions frontales. Donc, le patient va dégrader de niveau intellectuel, malheureusement. C'est pas juste une capacité intellectuelle, même aussi des troubles comportementaux et psychiques. Donc, vous allez voir que le patient va modifier la personnalité. Il va devenir dur, c'est de l'apathie. Donc, parfois, la famille du patient vous dit qu'il a changé, il ne prend pas en charge de ses fils, des familles, il n'aime pas sa famille, et tout ça entre dans la clinique. Donc, c'est la modification de la personnalité qui est pathologique, qui est liée à la dégénérescence. Donc, c'est la modification de la personnalité, du trouble de l'humeur, du type de dépression. Là, c'est la dépression liée à la dégénérescence. Faites attention à ne pas confondre les signes cliniques qui sont souvent notés. Il s'agira au contraire, dans certains des cas, une euphorie, l'anxiété ou un délire. Donc, le patient va se complaint de troubles de l'humeur, des dépressions, parfois c'est l'euphorie et l'anxiété qui est liée, je répète, au syndrome démentiel, à la maladie. Ben, la démence peut s'accompagner d'idées délirantes, de préjudice et de persécution ou de persécution. Donc le patient va avoir des idées délirantes. Donc c'est la détérioration totale du comportement et de l'état psychologique du patient. Le patient peut avoir aussi des troubles du comportement alimentaire avec une hyperphagie, des troubles de sommeil et même des troubles du comportement sexuel. Donc vous voyez que la détérioration de l'état du patient se fait sur plusieurs plans. Le plan de la mémoire, la désorientation temporo-spatiale, les troubles des fonctions instrumentales et comportement. Donc c'est la praxie. Et même des troubles du pensée abstraite, de la logique, du jugement, du raisonnement des fonctions exécutives et même des troubles à voir comportemental et psychique. Donc la détérioration de l'état des patients va passer par tous ces symptômes-là. Donc vous voyez que la sémiologie est riche. C'est pour cela, dans le diagnostic positif, un interrogatoire minutieux du patient et son entourage nous permet de faire le diagnostic. Donc, vous voyez l'importance de l'interrogatoire dans ces maladies-là, dans ces démences, dans la neurologie, l'interrogatoire a un rôle très important. Donc, l'interrogatoire minutieux du patient et de son entourage. C'est pas juste le patient, même la famille. Je vous ai dit que le patient peut avoir des troubles psychiques et des affections sentimentales entre ses fils ou bien ça, son partenaire. Donc vous, le patient va changer de personnalité qui est liée à la maladie. Donc, l'interrogatoire de l'entourage va vous donner tous ces critères-là. Donc, l'interrogatoire va déterminer le mode d'apparition des troubles qui est généralement progressif. Donc, la démence s'installe progressivement. La durée de l'évolutivité de ces troubles, les antécédents personnels et familiaux du sujet, ça c'est important. Donc, l'hérédité ou bien les antécédents familiaux des affections psychiatriques peuvent donner un terrain favorisé à ce patient-là d'avoir de la démence. Le type de trouble, particulièrement le retentissement dans la vie quotidienne, familiale et sociale. Donc, c'est par exemple l'utilisation de téléphone. Si le patient ne savent pas utiliser un téléphone, les moyens de transport, les prises des médicaments, gestion du budget. Donc, vous allez que le patient, c'est la détérioration de la vie quotidienne. Donc, tous ces critères-là vont vous orienter vers un syndrome démentiel. Donc, une pathologie qui s'installe progressivement avec des antécédents familiaux de pathologies neurologiques.
et la détérioration de la vie quotidienne. Tout ça va vous orienter vers le diagnostic du syndrome démentiel. Donc ça, c'était l'interrogatoire. Il a un rôle très important pour le diagnostic de la maladie. Donc, deuxièmement, l'examen clinique. Donc, dans l'examen clinique, vous allez rechercher les signes neurologiques qui sont associés à ce syndrome-là, les signes d'atteinte somatique générale. Donc, rien de spécifique là. Vous allez rechercher l'atteinte somatique par plusieurs tests. Vous avez plusieurs tests à utiliser. On a premièrement le MMSE, le Mini Mental Status Examination, l'épreuve du rappel des 5 mots. Ça, c'est là. Vous demandez au patient de se rappeler de 5 mots. Il ne pourra pas retenir ces 5 mots-là. Parce qu'on a dit que c'était la mémoire de travail, c'est la mémoire récente qui va être touchée ou bien atteinte dans le syndrome démentiel. Le fameux test de l'horloge. Vous demandez au patient de dessiner une horloge et de la numéroter de 1 à 12. Vous allez voir que le patient va avoir du mal à dessiner l'horloge, soit ça, soit ça, soit ça. Donc c'est un trouble praxique. Le patient ne peut pas compléter ou bien faire dessiner une horloge intacte. C'est le fameux test de l'horloge. On a le test de la fluence verbale et d'autres tests sont utilisés. La liste s'allonge. C'est le BEC 96, le test d'Isaac, le test de Grober et Buchak et la liste s'allonge. Donc, ça, ce sont les examens neurologiques afin de déterminer la détérioration des fonctions somatiques. Donc, le patient va dégrader de capacité intellectuelle, comme vous allez voir dans ces examens neurologiques. Donc, jusque-là, c'est facile. Un syndrome démentiel est facile à écrire, facile à diagnostiquer si vous faisiez un interrogatoire minutieux et vous avez les examens qui sont multiples. Il vous permet de déterminer la détérioration mentale du patient. Donc, passons maintenant aux examens complémentaires. Qu'est-ce que vous allez prescrire comme examen complémentaire? Donc, premièrement, c'est de la TDM cérébrale. Une IRM sera demandée dans certains cas, surtout devant une suspicion d'une démence vasculaire. Donc, l'IRM, elle a une affinité ou bien une précision dans les démences vasculaires. Donc, la TDM en premier plan, pour voir quel type de lésion on est en train de traiter, d'autres pathologies ou bien rechercher des étiologies de cette démence-là. Et si vous suspectez une démence vasculaire, ça c'est l'IRM qui va devenir l'examen du choix. Donc deuxièmement, un bilan biologique de routine, c'est un bilan hydroélectrolytique, un bilan rénal, c'est de l'urécréa, un bilan lipidique, cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides, les glucides, phosphate, phosphocalcique, des fonctions hépatiques, c'est les transaminases et la vitesse de sédimentation. Tout ça pour rechercher d'autres pathologies associées et d'éliminer d'autres diagnostics différentiels. Donc, un dysfonctionnement rénal va mener à l'accumulation des toxiques. Ça peut donner des hallucinations. Ça va être un diagnostic différentiel. Un trouble hydroélectrolytique peut donner des confusions ou bien des signes neurologiques. Donc, tout ce bilan-là pour éliminer quelle autre cause ou bien une détérioration qui est secondaire à une cause. Donc, vous allez prescrire le bilan biologique de routine afin d'éliminer tout diagnostic différentiel. Donc, le bilan des vitamines, surtout le B1 et le B6, qui sont nécessaires à un bon fonctionnement de l'état de fonction supérieure. Un bilan endocrinien, ce sont les hormones thyroïdiennes, le T4, le T3, le TSH. Donc, c'est un test de routine. Une sérologie de syphilis. Le syphilis peut donner des signes neurologiques. Et en dernier lieu, c'est de l'électroencéphalogramme pour voir l'état de synchronisation ou bien la désynchronisation des neurones. Ça nous fait rappel au cours de
d'épilepsie. Je vous invite à consulter tous les 4 parties. Ils sont tous disponibles dans les playlists organisées par ordre chronologique. Donc ça, c'était les examens complémentaires. Donc c'est facile, c'est rien de spécial. C'est la TDM, parfois l'IRM si on suspecte d'une pathologie vasculaire, un bilan biologique de routine, un bilan vitaminique, bilan thyroïdien, parfois du syphilis et on complétera avec l'électroencéphalogramme pour voir la synchronisation ou la désynchronisation des neurones. Maintenant, le diagnostic différentiel. Premièrement, un vieillissement cognitif qui est normal. Ça, c'est un diagnostic différentiel. Donc, le patient va avoir une involution du gyrus cortical. Ça, on avait vu dans le cours de l'hydrocéphalie. Je vous invite à consulter toute la playlist. Vous allez voir que dans la neurologie, on a un enchaînement de cours. On ne peut pas traiter un cours comme une entité. Donc, c'est tout le module qui va être enchaîné. Donc, un vieillissement cognitif normal, le patient va avoir une détérioration de l'état fonctionnel ou bien des états supérieurs. La débilité intellectuelle est définie par une mauvaise acquisition des fonctions intellectuelles. Le syndrome confusionnel, là, c'est de l'installation qui va être rapide et réversible. Confusionnel qui est dû à une cause, parfois un trouble anionique, parfois une hypoglycémie, tout ça va donner de la confusion du patient, même un choc, un traumatisme. C'est pour cela qu'on a prescrit tous les examens paracliniques. Parfois, ce sont des troubles qui sont isolés des fonctions symboliques. On a des syndromes dépressifs et des troubles anxieux. Tout ça sont des diagnostics différentiels entre un syndrome démentiel. C'est pour cela la place de l'interrogatoire policier qui va être fait par l'examinateur. Il va orienter l'examinateur vers le diagnostic du syndrome démentiel. Je répète, l'interrogatoire est une étape très importante. L'examinateur ne doit jamais sous-estimer un interrogatoire. Vous allez voir que plusieurs pathologies ont un diagnostic qui est clinique. C'est un interrogatoire minutieux qui va vous donner du diagnostic. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie-là. On avait vu le syndrome démentiel avec sa clinique et ses diagnostics différentiels. Dans la deuxième partie, on va voir les étiologies et, et de façon spécifique, c'est la maladie d'Alzheimer qui est la cause la plus fréquente. Tout ça, on va détailler dans la deuxième partie. Je vous dis merci pour votre attention. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos, Inch'Allah. Je vous rencontrerai prochainement. Bon courage, mes chers confrères.